Et moi, je voulais restituer la correspondance d'artistes, entre autres. Ça ne concerne pas que les artistes, mais enfin, en général, la correspondance dans la prospective du futur, à savoir que va-t-il se passer, que se passe-t-il déjà aujourd'hui, que va-t-il se passer, que va-t-il rester des mails que nous envoyons à tour de bras et qui ne sont pas conservés. Ce sont vraiment les questions pour lesquelles je n'ai pas vraiment les réponses. Dans tous les cas, des questions qu'on se pose, que beaucoup de chercheurs, d'historiens d'art, écrivains se posent. Et donc, j'ai voulu tourner autour de cette question sans forcément apporter de réponse immédiate. Alors, évidemment, je répondrai à toutes les questions possibles et imaginables en fin de parcours. N'hésitez pas, sur mon site internet, il y a mon adresse email, à me contacter si besoin est, et si je n'ai pas répondu à des questions immédiatement. Alors, pour recadrer un peu les choses, d'abord revenir faire un saut en arrière, ce que j'ai publié en matière de correspondance. Vous ne voyez pas ici, parce que je ne vais pas passer d'un site à l'autre, mais j'ai publié le catalogue raisonné de Basile sous forme de papier. À l'époque, on faisait que du papier, en 95, avec bon, la vie, les œuvres, l'œuvre, etc. Et donc la correspondance de Basile. Et j'ai encore regardé hier, j'avais oublié le nombre de lettres que j'ai étudiées. Et il y a publié dans le catalogue, en même temps à la fin du catalogue, 300 lettres qui sont beaucoup destinées aux parents, à son frère, mais aussi à ses copains de parcours, à savoir Monet, Renoir, Monet pour lequel il écrit à ses parents. Il peint, et c'est un bon paysagiste, dit-il, en parlant de Monet à partir du Havre. Et donc, ces lettres, en bas des lettres, ça m'a pris beaucoup d'années à les faire, à les étudier, déjà à les classer parce qu'elles ne sont pas toutes datées, ensuite à les classer parce que dans les lettres elles-mêmes, il y avait des informations qui permettaient de les dater. Et donc, si je puis dire, le travail de notes en bas de page, comme on dit toujours dans la recherche, ce sont plus souvent les plus importantes et les plus indicatives et les plus riches. Et donc là, vous pouvez consulter dans le livre. Alors, j'ai publié à la suite de ce catalogue raisonné en papier, j'ai publié les catalogues raisonnés de Théodore Rousseau, toujours en papier, que vous avez là, ici, 1, 2, voilà, ici c'est une collaboration que j'ai faite sur Georges Michel à l'Institut, à la Fondation Custodia. Là, vous avez le catalogue numérique de Degas, je vais en parler, et donc le catalogue de Basile, le premier catalogue, et ces deux catalogues-là que vous avez sous forme de papier et que vous pouvez consulter en tournant les pages sur Internet, puisqu'elles sont sur Internet. L'année dernière, je fais un saut dans le temps, grâce à la volonté d'un ami qui m'a poussé à le faire, j'ai republié le catalogue raisonné de Basile. Mais là, j'ai fait un saut que je ne regrette pas, mais qui pose des problèmes, parce que c'est un saut numérique. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je m'étais posé la question depuis de nombreuses années, notamment à propos de Degas, que j'ai publié en 2019, le catalogue raisonné des pastel et des huiles. Je vous en dirai un mot après, pour savoir si j'allais faire un catalogue papier ou un catalogue numérique. Et force est bien de constater que, d'abord, je n'aurais trouvé aucun éditeur qui m'aurait pris un document comme ça de Degas, avec ce que je vais vous dire comme application en matière de recherche, et encore moins de Basile, d'autant que l'exposition Basile avait eu lieu quelques années auparavant, et un éditeur, il n'aurait jamais, même si moi j'avais payé le bouquin, l'ouvrage, un éditeur n'aurait jamais pris sur les épaules la diffusion, l'administration, la gestion économique, etc. Donc, je me dis, au départ pour Degas, j'ai pensé sur Degas. D'autant qu'à l'époque, j'avais reçu, en 2016 ou 2015, vous avez dû peut-être le recevoir, quelque chose qui a fait un peu le moteur, un déclencheur dans ma tête, c'est qu'on a tous reçu une lettre de Wittgenstein, de l'Institut, qui disait, à partir de dorénavant, je ne sais plus parler d'expression, nous publions en numérique. Ils ont commencé à faire, même si pour l'instant, pendant quelques années, ils ont publié en numérique les formats PDF des catalogues raisonnés qui étaient déjà en papier. Et c'est déjà une belle étape. Et maintenant, ça continue. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça, c'est l'aspect économique. Le deuxième aspect, évidemment, c'est que si j'avais publié
notamment le Degas, parce que le Vasile est venu après, mais en numérique. Le Degas, je l'avais publié en papier. Il aurait mis 5 ans à aboutir dans les bibliothèques, chez les commissaires-priseurs, chez les particuliers, etc., dans le monde entier. Donc, je me suis dit là, j'ai pas le choix. Il faut une réaction rapide, et la seule possibilité rapide de diffusion, c'était le net. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Donc, j'ai donc pris cette décision. J'ai fait vraiment un grand pas. Ça m'a pris du temps, parce que c'était compliqué pour moi, parce que j'étais quand même très attaché au papier. Il faut dire, il y a une tradition de papier. Vu mon âge, j'étais aussi travaillé par le papier, donc c'était quand même un peu compliqué, d'autant que comment dirais-je, le travail Internet de mise en place d'un site, le fonctionnement d'un site, etc., ça requérait quand même à l'époque, déjà il y a quand même pas mal d'années maintenant, un art, des compétences qu'à l'époque je n'avais pas, et que j'ai évidemment été obligé d'acquérir au fur et à mesure, il faut bien le reconnaître. Donc, j'ai publié comme ça. Alors, l'avantage de ça, on va revenir tout à l'heure à la correspondance et puis au manuscrit, etc., avec toutes les questions que ça pose aujourd'hui, ça permettait comment dirais-je, de faire un travail de recherche phénoménal sur Degas et sur Basile après. Et Degas, je vais vous donner quelques éléments. Degas, actuellement, j'ai mis 1800 peintures et pastels en ligne, toutes avec des liens interconnectés, etc. Bon. Vous avez en ligne 3200 ventes, avec des références, le lieu, la date, le thème, le nom, etc., etc. Bon. Vous avez 1700 références bibliographiques. Récemment, il y a quelques mois, il y a quelques mois, j'ai publié une chose qui n'avait jamais été faite, et jamais dans l'histoire de l'art, le corpus complet des catalogues de ventes publiques de Degas. C'est-à-dire que vous avez actuellement 1450 ventes, de la première vente de janvier 1874 à nos jours, publiques, hein, bien sûr, vente publique, et plus de 5400 lots. Ceci excluant, excusez-moi monsieur, les sculptures. Je ne suis pas compétent, je reconnais votre compétence, bien sûr, évidemment. Alors, à la suite de tout ça, et là, je publie dans quelques semaines une chose aussi pour les ventes. Vous trouverez en ligne seulement pour des questions de protection intellectuelle, hein, d'auteur. Vous avez le lieu, par exemple Paris, vous avez Drouot et la date. Tout le reste est en back-office, c'est-à-dire que les lecteurs n'ont pas accès. Si les lecteurs veulent avoir accès à ça, ils peuvent m'appeler, c'est gratuit, comme les sites sont gratuits, c'est un modèle économique que j'ai voulu comme ça, et je leur donne l'information à condition qu'ils s'engagent à citer leurs sources. Je dis ça parce que ce n'est pas toujours le cas. Et quand je dis ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas, toujours. Donc, j'ai protégé ça, et actuellement, pour ce qui concerne les pastels et les huiles, vous avez, vous n'avez pas, mais vous êtes les bienvenus, bien évidemment, le lien sur la fiche de l'œuvre entière, c'est-à-dire la photo, vous avez la fiche technique, vous avez la provenance, vous avez les expositions et la bibliographie. Ça pour les pastels et les huiles. Je vous rappelle le chiffre actuellement, il y a presque 1800 œuvres en ligne, huile et pastels. Ce que je vais publier, là je termine là-dessus, dans quelques semaines, c'est pratiquement terminé, et pour la première fois, je crois pouvoir le dire, mais peut-être que je me trompe, je fais un article complet sur l'évolution des signatures de Degas. Ça, je ne pense pas que ça existe nulle part. J'ai sélectionné plus de 60 signatures, et alors là, je suis en train de voir un peu comment je le mets en ligne, est-ce que je le protège ou pas, je ne sais pas encore décidé, et comment. Et vous avez une 65 signatures, et je vous convie à aller les voir, parce que je pense que vous allez tomber de votre chaise. Ceci pour dire que les expertises de Degas, parce qu'une signature est inhabituelle, c'est parfois de l'hérésie. D'un autre côté, ça c'est la bouteille à moitié vide, ou à moitié pleine plutôt. La bouteille à moitié vide, c'est qu'il peut y avoir une signature inhabituelle sur une œuvre. Dans ce cas-là, il faut vraiment regarder l'œuvre elle-même. Mais vous verrez que les signatures de Degas, et moi-même, en les regardant de près, je vous dis, j'ai étudié encore, et encore ça va évoluer, parce que j'en ai vu d'autres sur mon site encore hier, que je vais peut-être mettre en ligne. Actuellement, 65, je crois,
qui sont tout à fait inhabituels chez Degas. Et ça, dans l'histoire de l'art, je ne pense pas que ça a été fait vraiment. Mais si ça a été fait, je suis preneur pour le savoir. Donc, si vous voulez, la dimension, la force du numérique était telle, et je reconnais tous les jours, hein, quand je vais travailler au musée d'Orsay, à la Frick Collection, à l'INHA, au Getty, à la National Gallery à Londres et partout, et à New York, et à Washington, pardon, je vois bien l'importance de la chose. Alors, je pense que ça, c'est donc les avantages. Vous avez évidemment, et pour Basile, j'ai rencontré les mêmes questions. Vous avez la question maintenant de savoir comment va évoluer, et là on vient à la correspondance. La correspondance de Basile, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est intéressante, elle comprend 300 lettres, parfois des courtes, parfois des longues, à ses parents notamment. Et quand Basile, par exemple, il part pour l'Algérie, il s'engage en Algérie, il s'engage contre la Prusse, hein, et qui part pour l'Algérie, et qui fait un grand mouvement tournant, par exemple, il revient par le territoire de Belfort, et le Loir, etc., et qui tombe sous une balle prussienne en décembre 1870, il écrit de longues lettres à ses parents, qui sont très circonstanciées, et qui sont de magnifiques lettres d'amour à ses parents, on le sent bien, hein. Et on sent bien qu'à travers toutes les lettres qu'il a écrites, il est très attaché à sa famille, notamment à ses parents, à son frère Marc, etc. En revanche, les lettres de Basile, c'est intéressant de les voir étudier parce que, contrairement à ce que me disait un spécialiste, je ne vais pas citer le nom, mais quelqu'un qui disait il y a quelque temps, à propos de l'expertise, mais ça n'est pas cité dans les lettres. L'œuvre en question n'est pas citée dans les lettres. C'était une œuvre très importante, hein. Je ne dis pas laquelle, mais une œuvre importante. Donc, alors, il s'avère que moi, j'ai relu les lettres de Basile à l'époque, quand il m'a été dit ça, et que j'ai voulu faire le point sur les lettres, les œuvres signées dont il parlait et pas parlait. Il en parlait souvent à ses parents. Souvent essentiellement à ses parents, un peu à monnaie, mais à ses parents. Je suis en train de faire ceci, cela. Et j'ai trouvé qu'au moins, parmi les œuvres importantes, et quand je dis importantes, c'était les icônes de Basile, eh bien, il y avait au moins 50% des œuvres qui ne sont pas citées dans sa correspondance. Et ça, si vous voulez, c'est un point gagné parce que ça me permettait, si vous voulez, dans ce domaine-là, de faire avancer la notion de l'expertise et des découvertes sur des nouvelles œuvres qui apparaissent sur le marché de l'art et en général. En ce qui concerne Degas, je reviens un instant là-dessus, parce que ce qu'on appelle la correspondance de Basile, à juste titre, parce qu'il y a des allers-retours entre lui et ses parents, Monet, etc., Renoir, ses amis qu'il a côtoyés à l'époque. Il est mort, il avait 29 ans, hein, pour information, hein. Bon, jeune. C'est pas ce qu'on a chez Degas. Degas, Théodore Reff, a publié les lettres de Degas, et non pas la correspondance. Et pour une raison que, pour l'instant, j'ignore, peut-être que Flavie pourrait le dire, je ne sais pas, parce qu'il cite pas mal de lettres de Degas destinées à Durand-Ruel, notamment pour lui demander de régler ses factures, entre autres. Eh bien, on n'a pas trouvé une seule lettre reçue par Degas. Ce qui fait que ce qu'on appelle en général, de façon générale, la correspondance, eh bien, chez Degas, ce sont des lettres. Et quand on les lit, parfois c'est des lettres très courtes, hein, c'est un mot, je viens dîner ce soir, ou bien c'est à Duranty des longues lettres comme ça, ou bien à Valerne aussi, pareil, etc. Il sait faire court et long à la fois, notamment quand il se déplace, quand il est loin, quand il s'ennuie, quand il va dans les Pyrénées pour ses cures, etc. Il s'ennuie, il écrit longuement, etc. Mais donc, dans ces lettres-là, paradoxalement, et je n'ai pas la réponse, peut-être je le dis là, mais je ne crois pas, on le saurait. Et puis Théodore Reff aurait mis ces lettres de réponse. Hein. Il aurait dit, voilà, je fais, au lieu de mettre les lettres de Degas Letters, les lettres de Degas, il a mis correspondance de Degas. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et j'avoue que ça me laisse perplexe parce qu'il manque des éléments de réponse, hein, à des lettres qu'il envoie. Et visiblement, quand il envoie des lettres, ce sont des réponses à des lettres qu'il reçoit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son atelier à sa mort en 1917 Qu'est-ce qu'il a gardé aussi? Qu'est-ce qu'il n'a pas gardé peut-être? On ne sait pas. J'avoue que
ça ne trouble pas mes nuits, mais ça me turlupine tout le temps de savoir quelle est la réponse à ça. Mais ceci pour dire que, bon, c'est intéressant d'appeler un chat un chat. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne les lettres de Degas que je connais bien, que j'ai lues, il y en a quand même 1251. Hein. Et je dis, parfois, c'est deux, deux lignes, et parfois, c'est un long pavé, etc. Il n'y a pas de réponse. Alors, moi, la question que je me pose, en tant que chercheur, maintenant, pour lequel j'ai basculé dans le numérique, il faut bien le dire, et par rapport au papier, je dirais un peu à mon corps défendant. Parce que le papier, je suis franchement attaché. Moi, les livres que je peux lire, les romans, etc., je ne lis pas jamais sur une tablette. Je lis ça, j'aime le livre, etc. Mais bon, force est bien d'être obligé comment dirais, de basculer dans le monde numérique d'aujourd'hui et avec tous les avantages que je viens de citer. Et c'est pas la fin. Et c'est pas la fin, parce que toutes les recherches, elles sont autour de ça. Et chaque jour, je m'en félicite. Ça m'a permis de passer, notamment avec les contacts Internet, etc., d'ajouter au corpus de Degas un nombre conséquent d'œuvres inconnues, bien répertoriées, au fond de l'Australie, dans le désert du Negev, ou dans le désert de l'Australie, avec les kangourous, etc. Et très, bon, donc, j'aime beaucoup les kangourous, hein. Sauf quand ils boxent. Et donc, ça permet vraiment d'étendre le corpus. Et je sais qu'il y a un spécialiste de gars qui a dit à une amie à moi, qui dit, mais comment est-ce qu'il a pu arriver à 1800 heures, passer les huiles, passer les huiles, je n'ai pas encore parlé des dessins, actuellement, à peu près 1750, etc. Et la personne dit, mais c'est Internet. C'est Internet. Et à l'époque, le moine, quand il a fait son catalogue papier en 1946, qui était, à mon avis, une sorte de copier-coller de la bande de gars, hein, bon, je dirais pourquoi. C'est pas péjoratif, hein, parce que je suis parti de son catalogue, hein, entre autres. Eh bien, il n'avait pas accès à tout ça. Et donc, forcément, tant en point de vue de la connaissance des œuvres, la localisation des œuvres, que l'information sur les œuvres, il avait partiellement par rapport à maintenant, c'est voyageur 1, voyageur 2 où je suis par rapport à Le Moine. Mais ça existait. Et donc, je me dis, bon, maintenant, comment le numérique va-t-il s'insérer, comment la correspondance, entre autres, il n'y a pas que la correspondance, il y a aussi les manuscrits vont-elles s'insérer dans le numérique? Alors, je prends des exemples pour les manuscrits. Le manuscrit, vous avez le manuscrit de Flaubert, vous avez le manuscrit de Proust, vous avez le manuscrit de Balzac, qui sont raturés, etc. On voit bien l'évolution de ton idée, l'évolution de ton esprit, l'évolution de ta sémantique, etc. Tout ça, ça existe dans les manuscrits papier. Mais aujourd'hui, l'auteur du numérique, il va taper ça à la machine. Toutes les chances de taper ça à la machine. Rares sont peut-être, et j'espère que ça peut continuer un peu, des auteurs, qu'ils soient artistes ou écrivains, qui vont continuer à écrire à la main. Et ça, j'ai un peu le doute. Autour de moi, c'est pas beaucoup le cas. Euh, euh, la, la question de savoir, c'est que comment, pour les manuscrits, que vont devenir les manuscrits quand ce sera tapé à la machine et que ce sera saisi en numérique. Comment envisage-t-on ça? Et alors, là, pour revenir à la correspondance, puisque j'ai quand même étudié de près, j'ai étudié celle de Basile et j'ai quand même été amené à étudier de près celle de Degas, comment s'en tirer l'histoire de l'art dans ce domaine-là? Et moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse, et où ma réponse aujourd'hui, elle est plutôt sceptique, parce que je ne vois pas comment ça va se passer. Et je prends un exemple qui est un peu en marge de ça, vous allez voir pourquoi je prends l'exemple. Moi, je travaille sur les catalogues de vente, encore sans cesse, parce que je suis en train d'amasser pour Degas la plus grande collection de catalogues référencés sur Degas, uniquement les œuvres de Degas. Hein. Bon. Parfois, c'est les pages des catalogues, parfois, c'est les catalogues. Moi, les catalogues, parce qu'on ne les trouve pas, mais bon, etc. Bon. Et je sais que vous voulez en venir. Oui, ces catalogues-là, les catalogues de vente, je parle bien sûr, il n'y a plus de catalogue de vente.
les grands commissaires-priseurs, les grandes maisons de vente ne font quasiment plus de catalogue. Ça nous met, nous, les chercheurs, dans une situation extrêmement compliquée. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai cherché un catalogue de 2017, je crois, d'une vente de gars, il y avait des deux gars chez Sotheby's. Fini. Il n'y a plus de catalogue. Il n'est pas là. Alors, il y a un achat où je travaille souvent. Je dis, mais où est le catalogue? Ah, monsieur, on ne l'a pas parce qu'on ne collecte pas, je ne comprends pas, les catalogues de vente digitaux. Alors, je dis, mais comment on va faire là? Parce que dans quelques temps, on ne prend pas le digital en compte. C'est-à-dire que tout ce qui est après les années de 2015, 2016, etc., tout ce qui a été publié en matière de vente publique, eh ben, ce n'est pas référencé. Alors, on m'a répondu une chose intéressante qui peut peut-être vous intéresser, je n'ai pas regardé encore. Il m'a dit, mais allez voir à la BNF, parce que la BNF recense tous les sites en ligne, en France en tous les cas, ce n'est pas pour l'étranger, hein, et peut-être que là, sur le site en question de Sotheby's, Christie's, Bonham ou peu importe, hein, vous allez peut-être trouver le catalogue en question. Mais ça, je n'ai pas fait encore la recherche, je n'ai pas eu le temps. Et du coup, par rapport à ça, je ne sais pas non plus, c'est un exemple, comment les ventes étrangères sont prises en compte. Hein, il y en a quand même beaucoup à New York, il y en a beaucoup à Londres, il y en a beaucoup à Hong Kong, il y en a beaucoup partout. Hein. Donc, c'est un problème délicat. Alors, je dis ça parce que c'est un obstacle dans la recherche, comme est un obstacle dans la recherche les défaillances de la correspondance numérique. Et je dois dire que moi, je suis confronté je me pose vraiment des questions sur l'avenir. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui en acceptant cette courte présentation, parce que je ne sais pas où on va. Voilà. Alors, je suis bien évidemment, je répondrai évidemment à vos questions avec grand plaisir. Et puis, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours m'écrire, je répondrai avec grand plaisir. Merci pour cette communication qui a le mérite de poser beaucoup de questions. Alors, je vais vous dire, je vais juste vous présenter une chose, oui. J'ai oublié de dire, pardon. Vous avez ici, dans Michel Schumann, c'est-à-dire une sorte de CV que j'ai mis sur Degas, les œuvres de Basile que j'ai référencées, nouvelles œuvres de Basile. Ici, toutes les conférences que j'ai faites, notamment sur le sujet. J'en ai fait il y a l'année dernière, un peu plus d'un an, au musée d'Orsay. J'en ai fait au musée Thyssen. J'en ai fait au musée d'art et d'histoire de Genève. J'en ai fait dernièrement au Art Institute de Chicago, sur le thème précisément des questions que je viens d'évoquer là, qui est le thème de l'avenir du numérique dans l'art. Et je pense que de plus en plus les musées, les organismes compétents dans le domaine de l'art sont intéressés par un débat comme ça. Et vraiment, on est à la pointe des questions aujourd'hui, à part l'intelligence artificielle. Bon, en ce qui concerne la question des textes, je voulais quand même vous signaler l'existence du LITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui travaille sur les correspondances et journaux intimes. Et je sais qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent justement à ces questions des correspondances numériques. Je ne veux pas dire qu'ils ont trouvé des solutions, mais c'est une question c'est une question pour laquelle les historiens de la littérature sont sensibilisés aussi. C'est exactement la même question. Alors, vous vouliez prendre la parole? L'INEC a aussi un programme de recherche des correspondances et des archives d'artistes numériques. Je travaille beaucoup là-dessus pour la sauvegarde des données. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, ma réponse est vraiment personnelle. C'est à l'époque où le numérique n'existait pas, en fait, on garde trace de la mémoire, des écrits, de la correspondance, du cheminement d'une pensée ou du travail d'un artiste, parce qu'il a souhaité la garder. Rodin, c'est parce qu'il a tout gardé, Bien sûr. Gardé. Donc, il y a des tas d'artistes qui ont vraiment gardé volontairement, on n'a pas de trace numérique ou pas numérique. Et aujourd'hui, un artiste qui veut garder trace de ce qu'il crée, de comment il crée, il a tous les moyens pour le faire pour le numérique. Donc en fait, je pense que c'est plus une volonté de personne pour qu'on
on est tous des familles qui détruisent toute correspondance par ignorance ou autre. En fait, c'est le cours de l'histoire, mais je ne suis pas sûre que le numérique change tant que ça les choses, en fait. Pour moi, c'est plus une perception de garder ce qu'on génère et des phases de ce qu'on va générer. Mais ça fait peut-être aussi, juste un petit mot, dont c'est pas la peine de demander le micro, mais je pense aussi que le numérique a engendré une inflation de correspondance, pas toujours de grand intérêt, et donc alors lorsqu'il fallait poster une lettre, eh bien on réfléchit et mettre un timbre et fermer l'enveloppe, eh bien je pense qu'on réfléchissait à 2 fois avant d'écrire, tandis qu'aujourd'hui, c'est une espèce de gorée en éthique. Donc, il faut penser ça aussi dans ces termes-là. Quelqu'un voulait parler? C'est une réflexion de mémoire, c'est une question, une question de facteur, en fait, d'échelle. Mais je pense aussi que, comme vous l'avez dit, du Schumann, on est à un tournant, alors ça dure, mais je me rappelle très bien que dans les années 2000, encore 2010, on était fasciné par cet accès hyper accéléré que le numérique permettait, le fantasme de tout conserver. Je disais à ce moment-là que sur Internet, on avait tout. On s'aperçoit aujourd'hui que il y a des limites, il y a des choses qui n'existent plus. Alors, il y a des fondations, des sites qui donnent comme mission d'archiver. Ça a une durée de vie qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il en passe travers des filets. Et puis, il y a cette question du prix, effectivement. Dans cette inflation, pour l'instant, la BNF, par exemple, est dans une espèce de course contre la montre, d'enregistrement, d'un miroir, d'un état d'Internet en France et en monde. Je pense que même les personnes qui sont plus de points sur ces questions-là à la BNF doivent s'interroger sur combien de temps on pourra tenir ça. Vraie question. On a parlé ce midi de l'inflation ne serait-ce que de nos photographies. Je pense qu'on a tous ici autour de nous un stock de photos énorme dans nos appareils, dans nos téléphones portables, qu'on ne trie jamais, qu'on ne regarde pas souvent. Et tout ça est non seulement sur nos téléphones portables, mais également sur des serveurs. Je crois qu'un jour, tout ça va s'effondrer, mais ça n'est qu'un événement possible. J'étais amené à m'occuper à propos de la BNF, j'étais amené à prendre contact avec eux parce que bien sûr, j'ai déposé des sites en dépôt légal qui vous protègent à moitié. En fait, ça ne veut rien dire, le dépôt légal. Ça ne vous protège pas. Récemment, il n'y a pas longtemps, à propos justement des signatures de gage, j'en discutais avec un ami spécialiste de la question de la protection des sites. Le dépôt légal, que ce soit la librairie du Congrès ou la BNF, c'est juste un travail en tenté. C'est tout. Et en disant, voilà, bon, vous savez. Non, ce n'est pas une protection. C'est un enregistrement et c'est tout. Mais ce n'est pas une protection. Donc, la question de la protection, et ça concerne évidemment la correspondance, mais ça concerne un domaine bien plus large, toutes les œuvres écrites, diffusées, etc., se pose vraiment. Et comme me disait cet ami, de toute façon, dès que tu es sur Internet, tu es piraté. On entre au Pentagone, à Tournout, etc. Bon, on peut rentrer chez toi. Donc, ça, il faut savoir, il faut courir le risque. Mais c'est après un problème. Mais la BNF, je sais ça parce que j'étais, je vous dis, en contact avec eux à propos du dépôt légal. Et mon ami, il y a quelques jours, me disait, mais non, ça ne sert à rien en matière de protection. Ce n'est qu'un enregistrement en tenté qu'on peut faire valoir éventuellement auprès de tribunaux en cas de piratage. Mais bon, les tribunaux, on oublie. Et les tribunaux, on oublie. Par rapport à un travail davantage d'informaticité et de l'éducation, alors effectivement par rapport à la question de l'édition, parce qu'effectivement on est en fait en dialogue dans cette démarche de numérisation mise en ligne, et la question de l'exploitation en fait de cette manne archivistique, cette question on en parlait ce matin avec dans le train, c'est vrai que je disais que pour moi le musée Bourrel c'était un modèle dans l'édition de certains fonds de correspondance, etc. Je disais, ah oui, mais vous êtes très en avant, c'est en ligne, on peut télécharger tout sur Internet, certes, mais en même temps, quelque chose nous échappe aussi, en quelque sorte, et on ne sait pas très bien c'est quoi le sens en fait, de cette numérisation. Donc, c'est certain que la question de l'édition et de l'exploitation de ces correspondances, comme l'a fait Maxime, c'est-à-dire de trier ses fonds,
transcrire. Et j'avais trouvé, il y a un séminaire sur les correspondances et l'autobiographie qui est porté par l'ENS, qui est très bien. Je vous invite à suivre ces cours 5 fois par mois, où il y avait une intervention sur la base de données des correspondances de Paul Claudel, que je trouvais très intéressante, justement cette démarche de certes on analyse les manuscrits, et après comment est-ce qu'on les transcrit, et comment on les met en intervient, etc., pour pouvoir exploiter faire des recherches en plein texte, etc. Alors c'est vrai que c'est du boulot, hein, quand on en a 50 000, voilà. Bien. Bien. Ah. On va peut-être dire un mot de conclusion. C'est juste une note aussi, parce qu'il faut aussi admettre qu'en tant que chercheur, la quantité d'informations, de tout ce qu'on peut vérifier en quelques minutes de recherche, dans l'identification d'un correspondant, dans l'orthographe d'un mail, la photo de quelque chose, mais j'aurais pas pu faire le PowerPoint que j'ai fait tout à l'heure avec des œuvres qui sont pas dans les collections dans le musée Rodin, je fais aussi. Il y a quand même une quantité de choses qui accélèrent énormément la recherche, qui permettent de la préciser beaucoup. Absolument. C'est quand même quelque chose de oui, inestimable. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que quand on regarde certains travaux, quand on regarde certains travaux des grands chercheurs du début du XXe siècle, même de la première moitié du XXe siècle, qui travaillaient sur des fiches à tiroirs comme BNF, on est quand même sans informatique, on est quand même assez bluffé de voir la qualité du travail qui était produit. Je ne suis pas persuadée que Internet, ce soit un gain qualitatif, c'est peut-être un gain quantitatif, mais vrai. je ne suis pas sûre, surtout en plus quand on considère le nombre de fausses informations qui circulent. Donc là, c'est un instrument comme un autre. Il faut tout vérifier. Voilà, voilà. Est-ce qu'on pourrait comparer peut-être l'arrivée d'Internet avec l'arrivée de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui était aussi un énorme progrès sur le plan de l'information, qui a été aussi une révolution. N'empêche que pour Internet, je peux vous dire, je reçois assez régulièrement des appels téléphoniques parce qu'il y a des comités de catalogue raisonné, entre autres, qui veulent se créer. Ils ne savent pas comment faire. Et je ne suis pas consultant, je ne suis pas expert, mais bon, je peux répondre évidemment aux questions qu'on me pose. J'ai quand même acquis une sacrée expérience en matière de numérique. Et j'ai reçu avant les vacances au mois de juin un comité qui était en train de se créer pour un peintre, bon, peu importe. Et bon, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est une sorte de fascination d'Internet, quoi, en fait. C'est ça le truc. Et avec les bons côtés et les mauvais côtés. Alors, je dois vous dire une chose, juste une information, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais je suis participant à une exposition sur Théodore Rousseau, qui aura lieu à partir du début mars 2024. Bon, je fais partie, au Petit Palais à Paris, donc vous n'êtes pas loin. Vous êtes bienvenus, évidemment. Et le vernissage, je crois, c'est le premier lundi du mois de mars. Rétrospective Théodore Rousseau, qui n'a pas eu lieu à Paris, parce que Théodore Rousseau n'était pas une sorte de persona non grata. Je pense que le Louvre y est pour quelque chose. Mais la précédente exposition a eu lieu au Louvre en 1967. Et la précédente mondiale avait lieu au Getty et à Copenhague il y a 8 ans, je crois, à peu près, 7-8 ans, etc. Donc, c'est passé sous le nez de nos compétences Bellifontaine. Voilà. Bien.